Aujourd'hui, nous parlons de féminisme, un terme qui porte beaucoup à confusion, un terme qui crée de la polémique et que beaucoup ne comprennent pas et ne conçoivent pas. Aujourd'hui, nous allons démystifier ce terme. Qu'est-ce qu'on entend par féminisme et qu'est-ce que fait le féminisme? C'est quoi concrètement? Bienvenue dans Miratalk. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Elsa, Salut Samira, ça va? ça va bien, toujours. Je suis très contente d'aborder cette thématique avec toi, surtout parce que c'est toi qui m'as fait découvrir le mot féminisme et comprendre le mot féminisme d'ailleurs en 2022. Ah, Et ouais, ça a l'air de ne pas faire trop longtemps, mais j'ai l'impression que ça fait une bah éternité. si on est en 2025, ça fait quand même minimum 3 ans. Oui. Donc, déjà, c'est quoi pour toi le féminisme? Ça, c'est une question auquel on ne cessera jamais de répondre parce que, comme on le dit, la répétition est pédagogique et donc c'est hyper important, même si c'est évident ou que ça semble très répandu, comme Ouais. tu l'as si bien dit dans l'intro tout à l'heure, ce n'est pas évident pour les gens et tout le monde pioche ce qu'il a envie de piocher. Et pour moi, c'est très difficile de demander à une féministe ou même à une personne lambda de définir le féminisme Ouais. rien qu'à cause en fait de tous les éléments qu'il faut rentrer. Mais s'il Ok. faut en parler d'une manière quand même très 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 simple ou en tout cas vraiment réduite ou à sa substance la plus petite, je dirais que le féminisme en réalité c'est juste en fait un mouvement social Ok. et politique aussi qui peut même s'étendre sur de la philosophie et de l'idéologie dont en fait, ben, la seule motivation, le point d'ancrage ou en tout cas l'objectif, c'est de pouvoir équilibrer les rapports de pouvoir entre toute personne sur Terre. Et équilibrer ce rapport de pouvoir-là entre les gens, mais aussi ben, apprendre en fait à l'humain à vivre en fait dans une justice sociale, pas Ok. seulement vis-à-vis des humains, mais vis-à-vis même de son environnement, vis-à-vis de tout ce qui l'entoure. Et c'est pour ça que le féminisme peut aller jusqu'à aller sur le climat, sur la protection de Oui, voilà. l'environnement, la protection des animaux, la paix, La santé sexuelle. voilà. Donc, le féminisme, en réalité, veut juste équilibrer les rapports de pouvoir, les rapports de force entre les humains pour mieux vivre, en fait, ensemble en société, dans une justice sociale donnée. D'accord. Merci beaucoup pour cette définition qui est assez claire, je pense. Et donc, on va justement répondre à une question qui ne cesse de revenir. Est-ce que le féminisme est un combat contre les hommes? Bah oui, complètement. J'ai envie de dire oui, complètement. C'est un combat contre les hommes, mais pas que. Ce serait le réduire. C'est un combat contre les femmes aussi. C'est non seulement un combat contre les hommes, mais c'est un combat contre les femmes aussi qui sont pour le patriarcat. Ok. C'est un combat contre les hommes et les femmes qui sont pour le patriarcat. Maintenant, oui, s'il faut aller plus loin, on va dire, en réalité, ce n'est pas contre et l'homme et la femme là en question, mais contre ce système Voilà. patriarcal-là qui, en fait, ben, dicte des manières de faire, des normes, des croyances qui régissent, en fait, la manière dont nous vivons. Et Ok. donc, oui, les gens vont plus s'attarder sur c'est un Un combat combat de contre les femmes hommes. contre les hommes. Et moi, j'aime toujours répondre oui pour frustrer d'abord, mais ensuite, ben, Ça choque. préciser que c'est un combat contre un système, mais si tu es un travailleur de ce système, si tu travailles pour le patriarcat, tu affectionnes le patriarcat, tu fais du patriarcat ta copine, ton copain, ben oui, Tu le fais combat hashtag sera contre patriarcat? toi. Le combat féministe sera contre toi parce que le combat féministe vient en fait dénoncer des privilèges, Oui. des manquements, des déséquilibres, des Et inégalités l'injustice. Oui. qui te profitaient peut-être à toi et donc bah bien sûr tu n'es pas pour. Et quand je dis ça, c'est pour ça que j'inclus les femmes parce que oui, Ok. même les femmes ont des avantages dans le Dans le patriarcat. patriarcat. Souvent, on entend des personnes dire pourquoi ne pas être humaniste, pourquoi ne pas être tout simplement humaniste et considérer les hommes au même titre que les femmes. Bon, pour eux, être humaniste, c'est ça. Mais est-ce que le féminisme n'est pas un peu plus dans l'intersectionnalité? Est-ce que le féminisme est absolu partout ou bien ça tient compte des différences de chacun?
Et de chacune. Le féminisme a le mérite d'avoir conceptualisé énormément de choses comme le genre, comme l'intersectionnalité. Parce qu'avant le féminisme, ou en tout cas avant que le féminisme ne théorise l'intersectionnalité, on prenait les femmes comme un groupe homogène qui avait besoin toutes des mêmes choses parce que elles sont toutes pareilles, elles ont besoin des mêmes choses et puis aucune particularité. Le féminisme est venu théoriser la manière dont chaque identité contenue en nous nécessite en réalité une attention particulière. Quand on prend toi, Samira, par exemple, toi, Samira, ton âge est une de tes identités. Ça veut dire que, en fonction de ton âge et en fonction de là où tu te trouves avec ton âge là, tu peux être sujette à des discriminations ou pas. Si tu te trouves avec des personnes plus âgées, tu peux être discriminée. Tu te trouves avec des personnes plus jeunes, tu peux être discriminée pour ça. Donc, une des identités qui peut être un privilège ou une vulnérabilité. L'âge, c'est pareil. Le sexe, c'est pareil. Ton orientation sexuelle, c'est pareil. Ton appartenance religieuse, pareil. Ton ethnie, pareil. Donc, c'est pour ça que le féminisme, en réalité, on ne devrait même pas dire le féminisme, mais les féminismes. Et c'est très correct. Ça ne veut pas dire que la lutte, elle est plurielle ou multiple. C'est effectivement ça, mais ça a une seule et même base. Quand on parle de féminisme, quand on parle donc des actions à mener pour atteindre l'égalité et tout, etc., la question à se poser, c'est une seule base. Les féminismes, là, c'est quoi la seule base? La base, c'est l'égalité. Tant que c'est dans la poursuite d'atteindre l'égalité, ben oui, c'est le féminisme. Maintenant, si j'arrive quelque part où ici, il n'y a pas de discrimination que les femmes subissent vis-à-vis, par exemple, de l'emploi, mais subissent des discriminations vis-à-vis des VBG, des violences basées sur le genre ou tout simplement de leur employabilité ou, par exemple, les femmes ne doivent pas travailler dans tel milieu, par exemple. Et ou elles sont sous-payées. Ça va devenir la priorité de ce milieu-là. On va contextualiser. On appelle ça contextualiser la lutte, mais le terme aussi n'est pas correct. C'est juste une priorisation parce que ce n'est pas parce que ici, nous ne nous battons pas pour l'égalité salariale au Togo que ça veut dire que si nous rencontrons, si le féminisme togolais rencontre l'égalité salariale un jour, elle va pas la combattre. Et le féminisme va pas la combattre. Priorité. Oui, c'est une question de prioriser les luttes et ça c'est une manière intelligente de fonctionner. Nous tous on le fait. Même quand nous avons beaucoup de choses sur notre programme, on voit qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est plus urgent. Qu'est-ce qui peut être retardé. Ainsi de suite. Donc c'est la même chose. Si je viens dans un milieu qui a les mutilations génitales féminines, je vois mal aller parler tout simplement de harcèlement, alors qu'ils n'ont pas de problème de harcèlement, ils ont un problème de mutilation génitale féminine. Donc, c'est une question de prioriser, de contextualiser, mais ce n'est pas une question de discréditer une lutte que ça, on n'en a pas besoin chez nous. Dire ça, c'est dire que les femmes d'un milieu ont droit à plus de droits que les femmes d'un autre milieu, ce qui n'a pas de sens. Est-ce que, par exemple, quand on prend des thématiques comme la paix, l'environnement, est-ce que ça touche directement aux femmes? Tu l'as dit dans ton développement que oui, ça permet d'équilibrer un peu les rapports de force. Mais concrètement, si on prend l'exemple de l'environnement et de la paix, comment est-ce que ça se fait? Il n'y a aucune communauté, aucun groupe de personnes, aucun pays au monde, et ça je le dis tout le temps, qui peut dire que lui, il va atteindre le point le plus top de son développement en laissant la moitié de sa population derrière elle, c'est-à-dire la moitié de la population que sont les femmes ne vont pas contribuer, mais que eux vont atteindre par exemple le niveau le plus élevé de leur développement. Peu importe le niveau qu'ils auront atteint, s'ils avaient inclus l'autre moitié de la population, ils iront plus loin. Donc, il n'y a aucune population au monde qui peut prétendre atteindre le summum de son développement en laissant de côté la moitié de sa population. Que ce soit les hommes ou les femmes. Et voilà. Et fonctionner comme ça veut dire aussi que on nie à la femme son influence sur ces différents éléments. Quand on prend l'environnement, par exemple, dire qu'on va protéger l'environnement, qu'on milite pour préserver le climat, nanani, nanana, et faire reculer le changement climatique et tout, et ne pas inclure les femmes dedans, c'est nier aux femmes le fait qu'elles-mêmes aussi, elles agissent sur ce climat et qu'elles aussi, elles peuvent avoir des actions qui vont contribuer à protéger l'environnement, par exemple. Les femmes, rien qu'avec nos menstruations, nous utilisons des tonnes de déchets, nous déversons des tonnes de déchets dans la nature. Les femmes, malheureusement, entre guillemets, assignées aussi aux tâches ménagères, sont celles qui produisent en fait les déchets ménagers et tout, etc. Il y a énormément de choses. Quand le climat
veut vraiment faire jeu, c'est l'eau qui manque en premier. Qui Oui. sont les premières personnes à qui aller chercher de l'eau est une tâche assignée? Ce sont encore les femmes. Ça veut dire que rien qu'à cause du problème d'environnement, les filles d'une localité vont mettre plus d'heures pour aller chercher de l'eau, ce qui les empêche d'être maintenues à l'école parce que Oui. s'il faut faire aller-retour 2 heures pour aller chercher de Cuisiner l'eau, le quand tu matin, reviens, à midi. tu n'as plus envie d'aller à l'école ou tu n'as plus l'énergie ou même le temps d'aller à l'école. Oui. Et donc, rien que l'histoire de l'environnement où l'eau manque fait que le taux d'achèvement d'études des élèves est déjà en baisse. Donc, Voilà. on peut voir que Oui, il y a une corrélation. rien que la protection de l'environnement a un impact sur l'éducation des filles. Donc, tout est lié, le genre, l'égalité genre, le féminisme, c'est transversal. Nous comprenons que pour vivre bien dans ce monde, il faut vivre en harmonie avec toutes choses. Il faut vivre en harmonie avec les animaux, il faut vivre en harmonie avec les plantes parce que c'est les plantes qui nous nourrissent, c'est les animaux qui nous nourrissent et tout. Et en contrepartie, nous aussi, nous préservons l'environnement pour qu'eux aussi puissent subsister. Sinon, nous faisons disparaître juste l'écosystème, que ce soit végétal ou animal, nous les faisons disparaître et puis à un moment donné, tout va disparaître. La terre, on ne pourra plus rien préserver, il n'y aura même plus de féminisme pour lutter pour quoi que ce soit. Oui, et il n'y aura même pas de... Les générations à venir auront quoi en héritage? Ils n'existeront pas. Ah, voilà. Tout à l'heure, on a parlé d'écart salarial, on a parlé de mutilation génitale. Ce sont des thématiques ou bien des problèmes qui ont été assez résolus. On entend malheureusement même des personnes qui disent aujourd'hui que le féminisme n'a plus trop son sens. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Je me rappelle, j'étais à Accra l'année dernière, je discutais avec un jeune homme togolais qui me disait que non, on n'a plus besoin de défendre la scolarité des filles. À Lomé, qui empêche les filles d'aller à l'école? Même dans tout le Togo, qui empêche les filles d'aller à l'école? Qu'est-ce que tu réponds à ce genre de personnes, par exemple, qui pensent que la lutte n'a pas a déjà atteint ses objectifs et qu'on devrait plus se concentrer sur les filles? Que les yeux ne voient que ce que l'esprit a été préparé à regarder. Ça veut dire que c'est très technique. Si je te dis, Samira, regarde bien le studio et repère-moi très bien tout ce qui est rouge et tout, tu vas très bien les repérer. Et je vais te demander maintenant, ferme les yeux et puis cite-moi les trucs rouges que tu as repérés dans le studio. Tu vas me les citer. Sauf que quand je vais te demander, cite-moi les trucs bleus, tu ne pourras pas. Oui. Si je te demande de citer les trucs blancs, tu ne vas pas, même si toi-même tu es en blanc, tu ne t'en rappelleras pas parce que je n'ai pas préparé ton esprit à regarder du bleu, mais du rouge. Et après, je te demande de citer aussi le blanc, le bleu et puis tu ne t'en sors pas. C'est pareil. Les personnes qui pensent que la lutte féministe est obsolète ne se basent que sur ce qu'ils voient autour d'eux directement. Ils n'extrapolent pas cela, ils ne questionnent pas beaucoup de choses, sans oublier que ce n'est pas parce que les gens ne t'ont pas parlé de ce qu'ils vivent, que ça veut dire qu'ils ne le vivent plus. Moi, pas plus tard que dimanche dernier seulement, j'ai encore rencontré une jeune dame mariée avec 2 petits beaux enfants comme ça et tout, qui est battue et qui est battue par son mari jusqu'à perdu un œil. Elle a perdu un œil dans histoire de se battre seulement dans le foyer là. Mais si tu demandes à mon frère qui n'a pas vu ça et qui habite tranquillement dans son foyer et tout, autour duquel les gens ne vivent pas ça, il va dire que non, qui va dans sa femme, plus personne ne fait ça à Lomé, c'est ce que mon frère te dira parce qu'il n'a pas vu ça autour de lui directement. Donc, il faut vraiment que les gens arrêtent de limiter ce qui se passe ou ce qu'ils croient savoir à ce qu'ils voient immédiatement. Quand on s'intéresse à un sujet, il faut faire des recherches dessus, il faut aller chercher, il faut regarder de près. Quand l'économie nous intéresse, nous prenons le temps de l'étudier, nous prenons le temps de chercher les informations où il faut avant de nous prononcer dessus. Ce n'est que quand ça concerne le social que tout le monde s'imagine qu'il peut parler sans même être avisé en fait. Franchement, sans statistiques, sans données. Et puis, il y a aussi le fait que comme tu l'as dit, les gens ont été préparés, donc il y a beaucoup de préconçus. Voilà. Et ils ne voient pas l'ampleur des choses. Pour beaucoup, ce n'est pas dommage, par exemple, que les filles ne fassent pas d'études supérieures. Parce qu'ils se disent que ce sera de toutes les façons pour aller dans un foyer. Donc, lui ne voit pas l'impact de ça. Mais quand on va dire que c'est un taux de garçons qui ne font pas d'études supérieures, là, il va dire que va devenir le pays, par exemple. Voilà. Il y a aussi ce qui nous touche ou ne nous touche pas. Il y a ce à quoi nous sommes sensibles et ce qui ne nous dit absolument rien. Et donc, si le sort des femmes ne te dit rien, ou si les violences faites sur les femmes ne te disent rien, ou si tu n'as pas l'habitude, en fait, ou que tu ne côtoies pas, ou que tu n'as juste pas vu, en fait, parce que parfois, des gens, il suffit de juste les amener à l'hôpital, il suffit de juste les amener dans un commissariat, dans une prison, pour qu'ils se mettent à pleurer et à réaliser qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui existent et qu'eux, ils sont pas au courant. En fait.
Donc, on devrait plus se renseigner et non commencer à juger et à parler en l'air. Et moi, j'ai un petit exercice que je donne souvent aux hommes de faire. C'est que Surtout aux aux hommes hommes. que je le donne. C'est de prendre juste au hasard 3 femmes de ton répertoire OK. et de leur poser la question comme ça, sans crier garde, sans prévenir. Est-ce que tu as déjà subi telle violence sexuelle, par exemple? Est-ce que tu as déjà subi une violence sexuelle? Si tu veux, tu peux même sélectionner parmi ces 3 ta mère Mmh. ou ta grand-mère, si elle est en vie, elle te dira. Tu seras surpris que sur les 3 personnes que tu choisiras au hasard, minimum une au moins a déjà subi Ou sinon les 3. ou vécu. C'est pour ça que je dis minimum, parce que tu Oui. peux te retrouver avec les 3 qui l'ont subi et des gens très proches de toi qui ne t'en ont jamais parlé. Moi, j'étais là la dernière fois, j'ai fait l'école primaire, ça fait quand même plus de 20 ans, mais une personne avec qui j'ai fait l'école primaire est venue me parler de comment sa petite sœur qui était dans la même classe que moi, était harcelée par un de nos enseignants et tout, Wow. etc. Oh, à Lorsqu'on l'école était en primaire. CM2, oui, à l'école primaire, et il me disait comment sa sœur lui a raconté comment l'enseignant faisait et tout, et lui a dit que c'est moi qui l'a sauvé. Je dis bon, comment? Que j'arrivais très tôt à l'école, et ben ça dissuadait l'enseignant et tout. Et j'ai dit moi j'étais pas forcément au courant, mais l'enseignant effectivement fait ça parce que il faisait ça à d'autres filles de la classe qui restaient au niveau du costra et tout. Mais comme nous on avait les poitrines plates, en ce moment-là, nous on n'était pas des cibles, donc voilà, On était éligibles. Voilà, on était épargnés, donc. Wow. Et ça, il y a 20 ans. Et c'est maintenant que lui, il apprend. Mm. C'est quelqu'un aussi qui aurait pu affirmer que ça n'existe plus et tout, etc. Donc, alors que dans sa propre famille, il y a des victimes. Il y a ça. Donc, moi, c'est ce petit exercice-là que je donne aux hommes. Tu prends 3 personnes, 3 femmes au hasard dans ton répertoire et tu leur poses la question sans prévenir, sans rien dire, sans créer un contexte ou une introduction. Tu demandes, est-ce que tu as déjà subi une violence sexuelle? Déjà, la personne va tiquer. Mais la manière dont tu as demandé fait que elle va avouer, elle va dire, oui, à tel moment. On a même nos mamans qui nous avouent les violences sexuelles qu'elles ont subies. Et n'oublions pas aussi que parfois tu subis la violence, mais tu ne l'appelles pas violence. Justement. Parce que tu te culpabilises, tu dis beaucoup de choses contre toi-même et tu te dis que tu avais raison de vivre ça parce que tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Non, le consentement est continuel. Elle se prend avant, pendant et après. Parce que même pendant, je peux encore te retirer mon consentement. Après aussi, je vais dire que je ne me sens pas bien. Et ça la manière dont je me sens et tout ne dépend pas forcément de toi, mais tu as quand même l'obligation, lorsque tu veux avoir une relation avec quelqu'un, de vérifier tout cela et tout pour ne pas faire de mal à quelqu'un. Et ça, je pense que tout le monde l'a noté. Le consentement, c'est avant, pendant et après. Donc, il n'y a pas d'amalgame. Après, ça peut être utopique, mais oui. Parce que même après, il faut demander à l'autre comment elle se sent, si ça va bien, comment elle a... Il faut parler, en fait. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle des acquis, justement, parce que ce combat se mène depuis très, très longtemps et il y a pas mal d'évolutions. Est-ce qu'on peut parler de quelques exemples d'acquis que le féminisme a? Le féminisme, si on veut en parler, si on commence par les 3 vagues jusqu'à arriver sur la 4e vague que nous sommes là, ça risque d'être trop long pour parler de tous les acquis. Mais je pense que l'une des plus grandes avancées du féminisme qu'on connaît, c'est grâce à la première vague qui étaient les suffragettes. Et les suffragettes, c'est celles grâce à qui on a compris que les femmes avaient le droit de voter aussi. Oui. Si les lois que vous votez, je vais les subir, j'ai le droit aussi de décider, de voter pour qui vont nous diriger ou qui vont faire ces lois-là. Ouais. Donc ça, c'est l'un des tout premiers droits que le combat féministe est arrivé en fait à avoir. Mais au-delà de ça, il y a aussi le combat pour les droits sexuels et reproductifs. Ça a été un très grand tournant parce que le fait que la femme arrive à maîtriser son corps et sa sexualité est un outil politique parce que le contrôle du corps de la femme était quelque chose qui maintenait énormément les femmes dans cette situation d'inégalité, de personnes de seconde zone, de citoyens de seconde zone et tout. Quand la femme a commencé par prendre le dessus, à avoir le contrôle sur sa sexualité, contrôler quand est-ce qu'elle va avoir des enfants ou pas, quand est-ce qu'elle va avoir des relations ou pas, quand est-ce qu'elle va se marier ou pas, contrôler à qui elle va se marier, décider de quand elle va faire des enfants. Si elle veut se marier ou pas. Ça a complètement changé la donne parce que ça a donné un peu, on va dire, un souffle aux femmes où beaucoup de personnes se sont révélées. Avant, tu es femme, même tu écris livre, c'est avec le nom de ton mari ou le nom d'un homme comme ça que tu signes parce que les femmes n'ont pas le droit d'écrire, par exemple. Donc, tous ces acquis-là, le plus petit droit que la femme a aujourd'hui ne découle que du combat féministe. C'est-à-dire, si aujourd'hui, toi et moi, on peut même être sur un plateau aujourd'hui. Parler français. Et parler français, parler féminisme jusqu'à évoquer les hommes dedans.
qui nous a donné ce pouvoir. C'est le féminisme qui nous a fait acquérir des droits qui nous permettent aujourd'hui de parler et de revendiquer ce que nous pensons nous est dû. Et donc, au-delà de ces combats, moi, je dirais qu'aujourd'hui, au niveau de nous, cette nouvelle vague-là, quels sont les acquis? Je parlerai du fait qu'on a quand même contribué à vulgariser le féminisme. Ouais. Le féminisme était perçu comme quelque chose d'élitiste, quelque chose fait pour des femmes d'un rang donné, très inaccessible, qui se bat pour on ne sait au juste quoi, à part se battre pour que les femmes puissent se dévergonder. C'était ça l'appréhension. Mais aujourd'hui, je peux dire que grâce à Internet, que cette nouvelle 4e vague utilise, que sont les néo-féministes, ou en tout cas, le web activisme et tout, a permis de vulgariser le fait que, non, on a le droit de vouloir défendre une manière de voir la vie. Et donc, ça a popularisé le féminisme. Au-delà de populariser le féminisme, aujourd'hui, les langages sexistes, les blagues sexistes. Moi, je suis très contente quand je suis quelque part et qu'un homme dit que, comme Elsa est là, elle va pas pouvoir dire ceci. Quand toutes les femmes vont devenir comme Elsa, ça veut dire que aucun homme ne pourra plus rien dire de sexiste devant une femme. Et comme on est la moitié de la population, ça veut dire qu'ils ne le diront plus. Ils n'auront plus d'espace pour ça. Peut-être ils vont rester entre eux pour le dire, mais même ça, il y a d'autres hommes même qui ont tellement bien compris qu'ils ne vont même pas accepter qu'ils le disent même à eux. Donc, ça, c'est des acquis dont on doit pouvoir être fier. Par contre, il y a quand même aussi quelque chose qui nous manque dans cette lutte-là. C'est de pouvoir tisser les fils entre toutes les générations. Parce que le féminisme, comme tu le dis, c'est un terme qui porte beaucoup, qui amène beaucoup de controverses et tout. Mais il y a quand même aussi des générations au-dessus, comme je le disais tantôt, qui ont mené des luttes qu'elles vont appeler, par exemple, la défense des droits des femmes et tout, etc. Mais tout ça, c'est féministe. Et il faut comprendre aussi que c'est la dynamique, en fait, du mouvement féministe, dans le sens où on conçoit qu'il y a des gens, il y a des femmes qui vont être des défenseuses des droits des femmes et pas féministes parce que elles vont arriver à pouvoir gagner des places à la table des décisions parce que, on va dire, vous êtes trop radical, vous êtes trop dur. On va prendre les soumises. Elles, au moins, elles sont politiquement correctes, donc on va les amener à la table de décision. Nous, on sait que quand elles vont aller à la table de décision, c'est pour aller défendre encore les femmes. Donc, ça nous va. Donc, même dans la lutte, c'est une stratégie que d'avoir des personnes qui ne se définissent pas forcément comme féministes, mais qui, en tout cas, mènent toutes les luttes comme il faut, justement pour pouvoir rentrer là où des féministes comme moi ne rentreraient pas. Parce que moi, je suis consciente qu'il y a des endroits où je ne rentrerai jamais à cause de mon féminisme. Et j'en suis très fière. Il n'y a pas de complexe avec. Justement, moi, je voulais parler de ces personnes-là. J'avoue que j'étais un peu frustrée, je le suis toujours un peu peut-être, quand j'entends des gens dire « je défends les droits des femmes, mais je ne suis pas féministe ». Il y a beaucoup d'hommes qui disent ça, il y a beaucoup de femmes qui disent ça. J'étais même sur un panel une fois avec une jeune dame qui le disait, que non, elle n'est pas féministe, mais elle défend les droits de femmes et qu'elle défend l'émancipation. Elle a dit quelque chose, en tout cas, que je n'ai pas vraiment... Les gens ont le droit de ne pas être féministes, même quand elles sont femmes. Parce que sinon, il n'y aurait pas les pick-me. Il n'y aurait pas... Voilà. Ça aussi, donc, les gens peuvent très bien accepter défendre les droits des femmes jusqu'à un certain niveau. Et les défenseuses des droits des femmes ne sont pas féministes. J'ai déjà été défenseuse des droits des femmes. Je n'étais pas féministe. Ou en tout cas, je ne me revendiquais pas féministe. Je ne connaissais même pas le féminisme. Ça voulait dire. Je n'ai connu le terme féminisme que lorsqu'on a commencé par me traiter de féministe. Et j'ai poussé la curiosité pour voir c'est quoi même en fait être féministe. Quand j'ai découvert tout ce qu'on disait du féminisme, j'ai dit c'est ça même je suis. depuis c'est ça. Je cherchais le mot. Je cherchais le mot. Je ne savais pas qu'un mot existait pour désigner ce que je suis. Et moi j'ai porté ça directement, clairement et fièrement. Donc je comprends que dans la lutte, certaines ne peuvent pas porter ce titre parce qu'il faut se l'avouer. Porter ce titre aussi a des conséquences. Il y a beaucoup aujourd'hui qui vont défendre les idéologies féministes, les positionnements féministes, mais ne s'appelleront jamais féministes parce que une fois encore, elles n'ont pas envie d'être boycottées. Elles n'ont pas envie que des opportunités leur passent par-dessus la tête. Elles n'ont pas envie de ne pas trouver de mari. Parce que oui, il y a ce combat aussi où, je veux trouver mari. Mais si je m'appelle féministe, je risque de ne jamais trouver mari. Je ne vais jamais m'appeler féministe. Et être mariée en Afrique, c'est, je sais pas, comment voilà. On peut appeler ça. C'est un des objectifs de vie à atteindre. Sinon, tu n'as pas réussi. Le summum des objectifs pour une femme. Voilà. Pour une donc, femme, c'est important de comprendre aussi que des gens ne soient pas prêts à assumer jusque-là, ce terme-là, et de les comprendre et de l'accepter. On ne peut pas imposer aux gens de porter un titre et tout. Le titre de féminisme, on ne doit pas supplier les gens pour le porter. Ça devrait être un honneur, une fierté.
fierté que de le porter. Et si quelqu'un n'a pas envie de le porter, ce n'est que C'est son problème. vraiment la simple et bonne raison que cette personne ne doit pas le porter, en fait. Oui. Maintenant, il y a aussi des cas où quand même des personnes plus âgées, comme moi, ne connaissaient pas la terminologie avant, mais l'ayant découvert après, qui n'ont jamais, en fait, juste connu, elles n'ont jamais juste connu, Oui, en fait, aussi le terme. le mouvement et tout pour voir si elles s'identifient à ce mouvement ou pas. Et donc, elles ne se le disent pas. Et si, par malheur, elles l'ont connu que grâce aux médisances des gens, ça donne encore moins envie oui. de le porter. Donc, il faut comprendre que tout ça fait partie de la dynamique du mouvement et savoir juste comment utiliser tous ces aspects-là pour atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, si on atteint l'égalité, les femmes qui se disent défenseuses des droits des femmes ne vont pas refuser de jouir des acquis parce que c'est le féminisme qui nous a fait avoir ça, donc je ne vais pas en jouir. La preuve, elles en jouissent déjà. Déjà, oui. Quand on parlait tout à l'heure des acquis pour les hommes, est-ce qu'on peut en citer? Enfin, des acquis pour les humains et les femmes en général, mais pour les hommes, est-ce qu'on peut en citer? Bah, bien sûr. Les hommes meurent beaucoup. Seulement par rapport aux construits auxquels eux aussi, on va dire, aux injonctions auxquelles eux aussi sont soumis. Parce que oui, même dans le patriarcat, les hommes aussi sont soumis à des injonctions. L'homme, par exemple, a cette prérogative-là où on attend un certain nombre de choses de lui, comme le pourvoyeur de ressources. Oui, oui. L'homme est toujours le pourvoyeur de ressources. Et donc, au nom de ce pourvoyement de ressources-là, il va même combiner 2-3 boulots. Parce qu'il doit gagner de l'argent pour pouvoir d'abord prendre soin de sa copine ou de sa femme, de ses enfants, de sa famille, mais de la famille de sa femme, de la belle famille, ainsi de suite. Et si tu ne sais pas faire de tout le pays, si c'est lui seul qui a l'argent dans le pays, c'est lui seul, il va faire pour tout le monde. Oui. Et donc, ce rôle de pourvoyeur de ressources-là, c'est quelque chose qui épuise les hommes. Mais comme eux aussi sont convaincus que c'est ça qui est leur rôle, ils l'endossent. Ça les tue, ça les rend aigris. Ça les rend méchants, ça les rend violents. Oui. Parce que quand je commence par surbooker parce que je suis trop à la recherche d'argent et tel m'a demandé pour lui, j'ai pas encore fini de donner, tel aussi m'a demandé. Et puis dans ça, eux-mêmes aussi partent avoir beaucoup de maîtresses quand même, à qui ils doivent distribuer l'argent un peu. Et tout ça commence par surchauffer leur cerveau. Et il devient quelqu'un que tu n'as pas connu. Il devient méchant. Tu lui parles juste l'argent de la popote. Toi-même, tu peux recevoir une gifle. Vous voulez qu'elle devienne comment? Vous voulez qu'elle fasse quoi? Moi, c'est une pression pour eux. Le féminisme aujourd'hui fait comprendre que l'homme, le rôle, en fait, de pourvoyeur de ressources, là, est un rôle, en réalité, rôle de sexe, rôle de genre, et donc que ce n'est pas, en fait, quelque chose que seul l'homme peut faire. La femme peut, et depuis toujours, créer des ressources qu'il faut considérer. D'ailleurs, même, c'est une perte pour nos pays de ne pas considérer le travail de soins non rémunérés des femmes et le comptabiliser dans notre PIB parce que c'est du travail que les femmes produisent, donc des ressources qu'elles produisent qui doivent être comptabilisées dans le PIB du pays, ce qui augmente les richesses du pays. Et donc, tout ça ne se fait pas tout simplement parce que, d'une certaine manière, on calque tout sur le fait qu'il y en a pas. Justement, parlant des femmes là, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. On m'avait posé une question sur les nanas Benz et je disais que c'est assez triste qu'on ne se concentre que sur les nanas Benz, alors qu'on a beaucoup de femmes qui vendent Zoubon, Coco, Aïmol ou tout ça chaque jour dans les quartiers, mais officiellement, ils ne sont pas considérés comme des personnes qui travaillent. Et même dans l'histoire, quand on veut parler de l'apport de l'apport des Togolais et Togolaises, on ne se concentre que sur les hommes. Bien sûr, on n'a que les pères de l'indépendance, on n'a pas les mères de l'indépendance. Et pourtant, nous tous, on sait le rôle qu'a joué les nanas Benz, par exemple, dans l'obtention de notre indépendance. Les nanas Benz, c'est leurs ressources principalement qui ont été utilisées. C'est des femmes qui étaient super riches, c'était des millionnaires de leur temps, des milliardaires même, j'ai envie de dire, de leur temps. Et ces femmes-là, la lutte pour les indépendances n'a pas hésité à les utiliser. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est très difficile de citer les nanas Benz comme des exemples de féministes, on va dire, parce que elles ont contribué à la lutte pour les indépendances, de par leurs ressources, de par leurs moyens. C'est des gens, en fait, c'est des femmes aussi qui préservaient, on va dire, un peu le secret où, quand il faut se rencontrer en catimini sans que les colons le sachent et tout, c'est des femmes, en fait, qui offraient ces espaces-là, qui ménageaient ces espaces-là ou qui protégeaient ces espaces-là et tout. Et leur apport n'a pas été reconnu parce que dès qu'on a eu les indépendances, on a fait comme tous les hommes font dans tous les pays. On a dit, vous retournez d'abord aux casseroles. Pour le moment, nous, on doit
faire les affaires, donc construire le pays d'abord. C'est maintenant on vient de prendre le pays de la main des colons, donc ce n'est pas votre moment pour le moment et ce n'est jamais le moment des femmes. Jamais. Et à chaque fois, on va retourner pour les femmes à plus tard, on va retourner pour les femmes à plus tard. C'est exactement la même chose qui s'est passée avec les Nana Benz. Les Nana Benz, quand on a pris le pouvoir de la main d'un colon, on n'a pas nommé une seule Nana Benz quelque part pour diriger un ministère ou pour diriger, même pas dans les partis, même dans les partis politiques, vous allez voir que on crée le groupe des femmes pour mobiliser les gens, on utilise les femmes, mais pour prendre les postes de responsabilité, ce n'est jamais les femmes parce que c'est là on se rappelle que non, c'est des femmes qui ont des enfants de tête doivent s'occuper, donc elles n'auront pas le temps. Mais quand il faut utiliser leurs ressources, quand il faut utiliser leurs compétences et tout, etc., on ne s'en passe pas, en fait. On l'utilise, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de citer les Nana Benz comme des exemples de féminisme. Mais ça, ce n'est pas leur faute aussi. Elles ont fait avec ce qu'elles savaient, ce qu'elles avaient en leur temps. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que nous, les féministes aujourd'hui, on ferait la même erreur. On combat ensemble quand on gagne là, on se partage le butin ensemble. Et c'est en cela que les ennemis du féminisme ne vont jamais aimer les féministes parce que les féministes ne seront jamais de celles qui vont retourner au fourneau quand la lutte sera terminée. Elles vont demander leur part du gâteau. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible et comment est-ce qu'on pourrait le rendre un peu plus accessible? Quand on dit que le féminisme n'est pas accessible, c'est parce qu'on prend on identifie le mouvement féministe aux militantes féministes. OK. Si on prend le mouvement féministe de manière générale, quand on prend ses revendications, quand on prend ses concepts, ses luttes, on comprend que depuis la nuit des temps, on a toujours eu des femmes féministes. Ouais. On a toujours eu des femmes qui se sont toujours battues. On a pour sortir des cases prédéfinies pour elles et tout. On a l'exemple de Tassi Hangbe au Bénin qui était la sœur jumelle donc du roi, qui a pris la place du roi pendant un moment. Après, quand on a su que c'était elle, on lui a repris le pouvoir, mais ça ne l'a pas empêché de diriger, de fonder même les Agodjé que nous appelons les Amazones aujourd'hui. Donc, le féminisme a toujours existé et était toujours accessible dans le sens de dès qu'une femme se lève et commence par questionner les rapports de pouvoir, commence par questionner les rôles sexuels dans la société, c'est déjà du féminisme. Parce qu'on part de ce principe-là, on comprend qu'on a des féministes partout, que ce soit en milieu rural, que ce soit en milieu urbain. Du moment où une petite fille, quelque part dans une maison, lui dit de laver à 7 et que son frère peut aller jouer au ballon et elle dit pourquoi là? Le féminisme a déjà commencé là-bas. Donc dire que le féminisme n'est pas accessible, c'est assimiler le féminisme aux militantes féministes. Okay. Du coup, pour rendre le féminisme peut-être un concept plus facile à appréhender, par exemple, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent au féminisme. Je pense que ces personnes-là devraient déjà se renseigner. Maintenant, est-ce que tu penses qu'il faut forcément rejoindre un mouvement, enfin une association ou une organisation spécifique pour se définir féministe? Ça aussi, c'est une inquiétude qui revient souvent parce qu'on se demande si c'est militer dans une organisation qui fait de nous des féministes ou bien on peut être activiste et tout en solo. Ben si, il y a les deux. Lorsque tu es activiste, lorsque tu es militante, tu peux soit faire partir d'un groupe parce que oui, le groupe procure un certain nombre d'avantages comme la sécurité, comme le fait d'être plus forts ensemble, comme le fait d'avoir plusieurs moyens d'action et tout. Et de créer plus d'impact. Voilà. Mais oui aussi, il y a des militantes qui sont en solo, font des initiatives en solo, militent en solo et ça marche plutôt très bien aussi. Tout dépend de ton moyen d'action. Et on a des chanteuses, on a des slameuses, on a des gens qui créent des scénarios, des sketchs, des films, des œuvres d'art et tout, etc. Tous ces moyens là sont des moyens de lutte. Et donc, ça veut dire que ça reste accessible à qui peut. Maintenant, il faut quand même avouer que à notre ère, Internet est un outil super, super efficace et abordable qui nous permet aussi d'avoir accès à l'information, chose que forcément nos prédécesseuses n'avaient pas. Et ce qui fait aussi un peu la différence. Aujourd'hui, un concept naît ici, c'est partout, dès demain, c'est déjà dans le monde entier. Ce qui, on va dire, accentue l'impact de la lutte. Il suffit aujourd'hui et aussi les moyens, même quand tu n'as plus besoin aujourd'hui d'attendre un bailleur, d'attendre une organisation qui va financer une de tes actions avant d'allumer ta caméra et de commencer par dire sur TikTok que, non, vous n'avez pas le droit de faire ça, je suis une femme et j'ai le droit à ceci aussi. Tu es déjà en train de militer, tu as déjà un moyen, tu as déjà ouvert ta caméra, tu as déjà posté des vidéos, des gens ont déjà vu ça, des gens ont reçu le message, des gens sont déjà en train d'interagir avec ce message-là. Donc,
tu es déjà en train de militer. Aujourd'hui, les moyens sont tellement diversifiés et l'Internet a tellement facilité les choses qu'on n'a plus de raison de dire que le féminisme est élitiste. Par contre, oui, il faut pas se l'avouer. Il y a des cadres, il y a des niveaux. Et les cadres internationaux ne sont pas accessibles pour toutes et c'est dommage. Oui. Et quand on prend les cadres internationaux là en question, il faut encore serrer en deux. Il y a les cadres anglophones et puis il y a les cadres francophones. Et dans les cadres où c'est mixte et tout, je suis désolée, mais c'est nous les francophones qui manquons aussi dans ces espaces-là. Donc ça, c'est les types de lutte aussi qu'il faut mener aujourd'hui pour que les francophones puissent avoir accès à ces cadres-là et tout, à ces espaces-là, parce que c'est dans ces espaces-là que tout se crée, tout se réfléchit et se met en place. Et donc, c'est important que moi, si je veux militer pour quelque chose dans ma communauté, que je puisse aller porter la voix de ma communauté dans cet espace-là. Donc, c'est plutôt rendre ces espaces-là accessibles aux personnes vulnérables, en tout cas, ou contenant des identités de vulnérabilité, comme des personnes vivant en milieu rural, qui n'ont pas forcément le même accès à Internet, qui ne savent pas, qui n'ont pas forcément de quoi postuler à ces candidats, de quoi donner des candidatures assez bien pour que on les prenne pour participer à ces espaces-là, pour faire valoir leur voix. L'autre chose aussi qu'on arrive quand même à faire aujourd'hui, c'est créer nos propres espaces. S'il y a une chose que les féministes font aujourd'hui, c'est de ne plus attendre que quelqu'un vienne créer un espace pour elles, pour qu'elles puissent venir dedans pour discuter des choses qui les concernent. Les féministes, en tout cas, de celles que je connaisse en Afrique, sont en train de créer plein d'espaces où elles-mêmes se retrouvent entre elles, sans bailleur ou avec bailleur, elles se retrouvent. Et pour une fois, il y a personne pour dire quoi que ce soit. Elles ne sont qu'entre elles pour discuter, pour décider des choses, pour dire comment faire les choses, pour dire ce qu'elles pensent pour une fois, sans jugement et tout, et convenir aussi ensemble de certaines initiatives à faire. Et donc, moi, je ne dirais plus que c'est réservé à des élites, mais je reconnais que les moyens sont diversifiés, mais c'est les moyens qui ne sont pas accessibles à tous. D'accord. Je pense que ça fait partie des défis que rencontre aujourd'hui le féminisme. Quels sont les autres défis? Il y a beaucoup de défis que rencontre le féminisme, mais le premier défi, c'est l'humain. S'il y a un défi particulier, les animaux ne sont pas contre le féminisme. Les plantes non plus. Les objets non plus. Le premier défi, c'est l'humain. On dit que la nature est contre le féminisme. Je dis l'humain, pas les hommes, parce que oui, les détracteurs du féminisme ne sont pas que des hommes. Les femmes aussi sont des détraqueuses du féminisme. Et donc, ça veut dire que, d'une certaine manière, on ne peut plus dire aujourd'hui que non, que les défis, c'est l'argent, c'est faux. Les bailleurs. C'est le financement, c'est ceci, c'est ceci. Non. Techniquement, si le message passe à l'humain, ben, c'est l'humain qui décide de tout dans ce monde. Oui. Il y aura plus de freins. Il y aura même plus de lutte à mener. Si tout le monde a compris, on va lutter pour que qui fasse quoi encore. Tout le monde fera ce qu'il faut à son niveau. Oui. Donc, le défi aujourd'hui, c'est l'humain. L'humain qui doit accepter, pour certains et certaines, laisser des privilèges et accepter l'égalité. Si chaque humain aujourd'hui accepte le principe de l'égalité, le principe de nous avons tous les mêmes valeurs, le féminisme n'aura plus de raison d'être. D'accord. Donc, le plus grand défi, on retient que c'est l'être humain. Oui, c'est l'humain. L'humain dans sa globalité. L'humain accroché au patriarcat. D'accord. Le patriarcat qui a beaucoup de désavantages pour les hommes et pour les femmes. On se demande même comment est-ce que les gens arrivent encore à s'accrocher à cela. Parce que le pouvoir est omnibilan. Le patriarcat, c'est un système de gouvernance sociétale qui donne plein pouvoir aux hommes de décider de manière hégémonique ou même toxique. Ou bien, tout est laissé à leur bon entendement pour gérer leur société, c'est-à-dire les femmes et les autres hommes aussi, y compris tout ce qui les entoure. Donc, le patriarcat, c'est un système où le plein pouvoir est déjà laissé à l'homme. Comment on fait maintenant pour que l'homme comprenne qu'il doit partager ce pouvoir-là avec la femme? Si l'homme comprend ça, on va encore se battre contre qui? Ah. Justement, quel est leur rôle dans ce combat, les hommes? Les hommes sont des alliés. Pourquoi des alliés? Parce que, quoi qu'on dise, nous sommes dans une société patriarcale. Et parfois, il faut pouvoir combattre l'ennemi avec sa propre arme. Et c'est en cela que les hommes sont très utiles pour la lutte féministe. Pourquoi? Parce que il y a des espaces où je vais, peu importe toutes les connaissances que j'ai, peu importe mon niveau, peu importe mon statut, comme c'est de la bouche d'une femme que ça sort, ça ne passe pas. Et dans ces instants-là, c'est quand tu as un homme allié
qui peut dire la même chose à ses confrères hommes, ça passe beaucoup mieux. La dernière fois seulement encore, et ce n'est pas que dans ces circonstances hein, où c'est des hommes et donc les hommes, un autre homme sera mieux écouté. Hein. C'est même aussi quand l'homme s'engage ou en tout cas se positionne contre une violence faite aux femmes, ben, les autres hommes se disent tout de suite, ben, lui, il est homme aussi, non? S'il ne cautionne pas, qu'est-ce qui ne va pas? Ça amène au moins matière à remettre en cause ce qui est en train de se passer et à y réfléchir. Et c'est déjà un bon point. Sans oublier que de la même manière qu'aucune société ne peut prétendre atteindre son plein développement en avançant qu'avec les hommes, aucune société ne peut prétendre avancer en avançant qu'avec des femmes, en fait. Les hommes et les femmes, je ne dirais pas sont complémentaires parce qu'ils ne le sont que dans la procréation, mais en fait, ont besoin de travailler ensemble pour vivre au mieux ensemble. Les uns ou les autres peuvent décider de ne pas travailler ensemble et quand même continuer à vivre. Mais on n'est pas sûr qu'on aura l'égalité ou l'équité. On va devoir oppresser certains, quitte à ce que ce soit les hommes qui soient oppressés, quitte à ce que ce soit les femmes qui soient oppressées. Parce que ça, c'est une question qui revient souvent si on dit que, de la manière dont vous luttez là, les choses risquent d'être renversées. C'est les hommes qui auront besoin qu'on lutte pour eux et tout. C'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble, en fait. C'est pour ça qu'on a besoin que les hommes aussi s'engagent dans cette lutte en même temps. Comme ça, quand la lutte sera en train d'être biaisée jusqu'à les léser, ils sont déjà dans la lutte pour dire, nos sœurs, on est en train d'aller de l'autre côté au recentrant. Oui, ce serait beaucoup plus équitable et collaboratif. Elsa, c'était un plaisir d'être avec toi. Très belle émission. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation. Et merci à toi aussi pour ton cheminement, pour tout ce que tu fais. Je suis contente d'apprendre que des personnes que j'aurais côtoyées, des personnes avec qui j'aurais partagé des choses, continue de construire cette chose-là et tout, et que c'est en train de donner. Aujourd'hui, je me rends compte que, avec cette émission et tout que tu animes, c'est quelque chose de plus aussi. Ça veut dire que des jeunes vont pouvoir écouter plutôt des messages que nous avions peut-être manqué d'avoir. Oui. Et donc, c'est un très bel espace et ça fait partie des espaces que les féministes créent aujourd'hui pour pouvoir créer du contenu dont on a besoin. Et l'autre chose qui nous manque aussi, c'est ça, c'est pouvoir avoir la capacité aussi de produire des ressources, produire des livres, produire de la documentation, produire des émissions, produire des vidéos, produire des podcasts et tout ce qui permet en fait de capitaliser sur la lutte pour que tout ne soit pas recommencé encore pour celles qui vont venir après génération. Nous. Quoi. Voilà. Quel serait ton mot de fin? C'est ça mon mot de fin. D'accord, merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Bye. Bye bye.